qu'est-ce qui se passait souvent quand j'interagissais avec les gens qui étaient présents, c'est qu'ils exprimaient eux-mêmes qu'ils étaient des fois dans un cul-de-sac. Et sincèrement, dans ce cul-de-sac, qu'est-ce qui se passait? Bah, il y avait cet espace du gros problème, voulant dire, on sait que après quelques années de pratique, souvent, on est pris des fois dans une forme automatique de notre pratique, mais aussi on se rend compte des fois, pas toujours, mais souhaitons qu'on se rende compte souvent, c'est qu'on a été peut-être soit trop dogmatique, ou on a avalé certaines choses qui s'appellent des concepts, pour tout pour rien. Et je veux pas trop dire pour tout pour rien, mais ce qui ressortait lors de cet atelier que j'avais donné à l'époque, c'était, par exemple, parlons de l'âme. Et c'était le déclencheur dans cette rencontre. C'était parlons de l'âme. Et je me rappelle, je leur avais dit, je ne peux pas vous en parler parce que j'ai jamais fait l'expérience de l'âme. Donc si je vous parle de l'âme, ça sera à travers un concept. Et j'ai commencé à dire, et ça, c'est un gros problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'histoire a commencé comme ça en fait. Donc si vous me parlez de... s'il m'avait posé la question sincèrement de me dire, OK, comment ça s'est passé ton épicerie chez Avril ou au IGA, j'aurais dit, oh, ça c'est simple, je peux vous le dire parce que je suis en expérience directe. Mais quand ils m'ont posé cette question sur l'âme, un Jivatma ou sur le soi avec un S majuscule, l'Atman, je me suis rendu compte que j'allais à nouveau déclarer un concept. Et ce jour-là, étonnamment, ça m'a gêné. Il y a quelque chose en moi qui a été pris d'une gêne, dans le sens où, toutes ces années, quand j'en ai parlé, je me rendais compte que je me basais sur les textes qui avaient été lus, sur les concepts philosophiques, sur ce que j'avais reçu comme idée à absorber, mais avec laquelle j'en avais jamais fait l'expérience. Et ce jour-là, ça m'a créé un petit peu ce malaise de continuer à faire de cette façon. Bien que toutes ces années, je ne l'avais pas fait consciemment, par exprès. Je l'avais fait parce que, d'une certaine manière, c'est ce qui m'avait été donné aussi de recevoir. Donc là où, pour moi, c'était clair, ça a été d'avoir à, des fois, prendre des textes, revérifier la source, faire des citations, pour vraiment expliquer c'est quoi l'âme. Comment les yogis voient l'âme et de quelle manière et comment ils voient le soi, ce qui est très bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Parce qu'on a besoin d'une forme d'éducation pour nous faire rebondir sur une réflexion. Et cette réflexion va nous faire rebondir sur certaines réalisations beaucoup plus concrètes. C'est ce qu'on appelle le Samkhya Yoga. Si on se base sur l'approche du Samkhya Yoga, qui est bien avant le Hatha Yoga, vu que le Hatha est par définition l'approche physique, posturale, euh, où on veut que le corps, on a besoin que le corps prenne une certaine position. Le Samkhya Yoga, c'est ce qui précède. Et le Samkhya Yoga va commencer par les Yoga Sutras de Patanjali. Donc c'est une forme philosophique qui m'amène à créer une réflexion sans se cacher que peut-être je n'ai jamais vécu ce que je suis en train de dire. Je n'ai jamais vécu ce que je suis en train d'expliquer. Mais je pars sur cette forme philosophique comme étant une recherche. Donc, en fait, je vais partir sur une théorie. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. Juste devant moi, sur une étagère, j'ai la, la théorie du polyvagal, the polyvagal theory. Donc, tout ce qui est au niveau du nerf vague. Et à nouveau, je me dis, mais c'est une théorie. Et une théorie n'est pas une chose qui est véritablement prouvée, c'est une chose qui est, d'une certaine manière, annoncée comme étant possible. Vous voyez ce que je veux dire? Mais d'une certaine façon, c'est pas une vérité absolue. Et ça peut être vrai. Mais en même temps, peut-être, j'en ai pas fait l'expérience. Et en même temps, peut-être, le fait d'en faire l'expérience, peut-être d'une certaine manière, m'amènera à dire, OK, j'enlève le mot théorie et je parle véritablement de ce qui se passe. Sauf que c'est très personnel. Donc, du moment qu'on a une théorie, du moment qu'on a un concept, on a des attentes. On a des attentes énormes. Maintenant, qu'est-ce qui crée ces attentes? Qu'est-ce qui crée le fait qu'on a envie de rentrer sur cette, ce chemin spirituel? Qu'est-ce qui va créer ça? Et la plupart d'entre nous, c'est parce qu'à un moment de notre vie, on ne se sent pas bien où on est. Et on se rend compte qu'à un moment de notre vie, là où on a un petit peu, on pourrait dire, de la difficulté à avancer, on a envie d'avoir certaines réponses. Et en fait, ce qu'on nous a donné comme réponse ne suffit pas. Donc on va chercher quelque chose d'autre. Et la plupart du temps, on va aller chercher vers ce qu'on n'a peut-être jamais connu, dans lequel on n'a jamais été éduqué. Donc on va chercher une certaine forme, peut-être
on pourrait dire, différentes, qui puissent nous éveiller, qui puissent nous mettre en relation avec ce que ça va me créer. Et à partir de là, on va découvrir que ça nous apporte une certaine lumière. Et il n'y a rien de mauvais avec ça. Le seul problème, pour remplacer le gros problème, le seul problème, c'est que des années plus tard, on va se rendre compte que peut-être soit on n'a pas touché à l'essentiel de ce qui nous faisait mal dans notre vie, ou de ce qui est inconfortable, ou si on y a touché, on a besoin de retrouver une certaine forme de contact avec notre réalité. Et en tant que professeur, souvent, on se retrouve peut-être coincé à un certain moment d'avoir à donner une formule exotique. Et cette formule exotique va comporter à nouveau des concepts ou une forme philosophique qui sera peut-être difficile pour nous de mettre en place, mais sur laquelle on voudra croire dur comme fer. Et on va avoir des preuves que ça fonctionne. Et les preuves que ça fonctionne vont être très simples. Ça va très bien fonctionner lorsqu'on reste dans un cadre défini, très bien protégé, et qui va, d'une certaine manière, nous permettre de nous sentir en sécurité. Et là où on se rend compte que ça fonctionne moins bien, c'est lorsqu'on va sortir de ce cadre préfini, qui nous enlève cette sécurité, et d'une certaine manière qui nous ramène à la réalité. Et souvent, le cadre préfini, dans lequel on se rend compte que ce concept ou cette philosophie nous apporte quelque chose véritablement, va être le cadre de l'école de yoga, de l'ashram, ou d'une communauté quelconque, qui va, pour un moment, créer un espace dans lequel on va se sentir en sécurité. Et il n'y a rien de mauvais par rapport à ça. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on aille vérifier, souvent, concrètement, lorsqu'on sort de cet espace de sécurité, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on est insécure, lorsqu'on n'est plus avec des gens qui pensent yoga, lorsqu'on n'est plus avec des gens qui pensent dans notre façon de voir les choses, qu'est-ce qui se passe en nous? Et là,